Salut les topovores. Je suis sûre que comme moi, vous êtes un peu superstitieux. Vous retournez le pain posé à l'envers sur la table, vous contournez une échelle dans la rue, ou vous faites un vœu lorsque vous soufflez vos bougies d'anniversaire. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les origines de ces petites superstitions, histoire de savoir pourquoi certaines choses nous portent chance, ou pas. On commence avec le fer à cheval au-dessus de la porte qui porte bonheur. Je suis sûre que vous avez tous déjà dû voir ça une fois dans votre vie, mais si vous êtes comme moi, vous n'avez aucune idée de la provenance de cette petite superstition. On m'a souvent dit qu'il représentait un croissant de lune, symbole de fertilité et de chance, mais l'explication ne me suffit pas, alors je vous en ai trouvé 3 autres. La première et sans doute la plus vraisemblable vient du fait que si quelqu'un trouve un fer à cheval, il peut aller le revendre à un forgeron, lui garantissant une petite fortune. Mais on dit également que cela remonte à plus longtemps, au temps où l'empereur Néron voulait se vanter de sa richesse et de sa puissance. Il ordonna alors au forgeron de poser des fers en or sur les sabots de ses chevaux. Les techniques de pose n'étant pas tout à fait au point, on raconte que parfois un cheval pouvait perdre un fer. Alors forcément, c'était un signe de richesse pour le paysan qui trouvait le précieux, et une jolie perte pour Néron si l'histoire est effectivement vraie. La troisième version de l'histoire remonte au Xe siècle et trouve son origine dans la vie de Saint Dunstan, un forgeron devenu archevêque de Canterbury en 959. On raconte qu'un jour un homme lui demanda de lui fixer des fers aux pieds. À mon avis, Saint Dunstan n'a pas dû tout de suite comprendre, mais quand l'homme souleva sa robe pour montrer ses pieds, il put découvrir avec étonnement des pieds de bouc. Et oui, un homme aux pieds de bouc, ça ne vous dit rien ? Non, parce que notre futur archevêque, lui, comprit tout de suite qu'il s'agissait de Satan. Dunstan attacha alors le diable contre un mur pour le ferrer, comme avec les chevaux, mais celui-ci eut tellement mal qu'il le supplia de le libérer, et Dunstan en profita pour faire promettre au diable de ne jamais entrer dans une maison protégée par un fer à cheval. Bon, je vais peut-être aller en fixer un au-dessus de ma porte, moi. Quand j'étais petite, j'ai eu le malheur de casser un miroir. Autour de moi, tout le monde s'est affolé et j'ai entendu l'éternelle phrase « Mon Dieu, tu vas avoir 7 ans de malheur ». Je n'étais pas vraiment fière, mais je n'ai pas compris pourquoi le fait de briser un miroir pourrait avoir une incidence sur mon avenir. Eh bien, c'est chez les Romains que l'on peut trouver l'explication. Alors oui, à Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce n'était pas vraiment des miroirs de verre comme aujourd'hui. Outre les miroirs incassables comme ceux de cuivre, de bronze ou d'or, on utilisait du verre fin ou des cruches en terre cuite remplies d'eau pour voir son reflet. Et c'est d'ailleurs ces dernières qu'on utilisait pour voir l'âme de la personne dans les actes divinatoires. Alors forcément, vous vous doutez bien que si la cruche tombait et se cassait, le reflet s'en trouvait bien mal en point. Et par extension, c'est donc l'âme de la personne qui se brisait avec le miroir. Mais cela n'explique pas pourquoi 7 ans. Et je pense que notre cher Doc Seven doit connaître la réponse. En fait, c'est vachement simple. À ce moment-là, les Romains pensaient que la vie d'un individu évoluait par cycle. Elle se renouvelait tous les 7 ans. Du coup, lorsqu'on brisait un miroir, il fallait attendre que notre vie se renouvelle pour commencer un nouveau cycle dans de bonnes conditions. Ah d'accord, merci Doc. Bon, je tiens à préciser que certains petits malins pensaient que l'on pouvait conjurer le sort en attendant 7 heures avant de pouvoir ramasser les morceaux brisés, mais je ne suis pas sûre que ça marche vraiment. C'est à vous de voir. Une chance sur 10 000 de trouver ce petit porte-bonheur que les enfants s'arrachent dans les pelouses verdoyantes, le trèfle à 4 feuilles. Une chance sur 10 000, ça ne fait pas beaucoup de trèfles à 4 feuilles, ou alors beaucoup d'autres trèfles, c'est une question de point de vue. On raconte que c'est Ève, la compagne d'Adam, est la première femme créée par Dieu, qui aurait ramené cette forme particulière de trèfle du paradis pour la déposer sur terre, expliquant ainsi sa rareté. Quant au philosophe grec Sophocle, il affirme de son côté que le trèfle à 4 feuilles renferme du poison, alors que d'autres parlent de remède aux morsures de serpents. Bref, beaucoup d'interprétations différentes pour ce petit brin de pelouse qui porte chance. La chance, justement, elle serait caractérisée par la présence de la 4e feuille. Effectivement, pour les chrétiens, cette 4e feuille compléterait la foi, l'espérance et la charité, tandis que pour les anglo-saxons, elle complète la richesse, l'amour et la santé. Et cette chance aurait été bénéfique à l'entreprise italienne Alfa Romeo, qui en a d'ailleurs fait son symbole. Celui-ci est apposé pour la première fois en 1923 sur la voiture du pilote Ugo Sivozzi. Il va remporter la course alors qu'il est plutôt considéré d'habitude comme l'éternel deuxième. Alors si vous trouvez un trèfle à 4 feuilles, vous n'avez plus qu'à le conserver bien précieusement. Mais sachez malgré tout qu'il pourrait y avoir plus chanceux que vous, puisqu'il existe des trèfles à 5 ou à 6 feuilles. Le record du monde a d'ailleurs été remporté en 2009 au Japon par Shigo Obara, avec, et vous ne le croirez jamais, un trèfle à 56 feuilles. Je suis pas sûre qu'il soit naturel celui-là.
Le chat est un animal qui fascine l'homme, il n'y a qu'à voir les milliers de vidéos sur YouTube pour s'en rendre compte. Mais parmi eux, il y a un type de chat dont beaucoup se méfient, les chats noirs. Mais pourquoi ? Mais oui, comment de l'Égypte antique où les chats étaient vénérés est-on passé à une telle crainte du chat noir ? C'est a priori le christianisme qui stigmatise le chat noir, notamment à partir du XIIIe siècle. L'Église était effectivement en lutte contre les sectes hérétiques, donc celles qui pratiquaient la sorcellerie, la magie noire ou pire encore, le satanisme. Et justement, pendant tous ces actes de magie noire, le chat noir était très prisé puisqu'il servait d'offrande en le sacrifiant pour le diable. Il était aussi considéré comme l'incarnation du mal et de Satan lui-même, et était bien évidemment le fidèle compagnon de tout sorcier qui se respecte. Bon, je vous passe surtout les rituels de magie noire, d'égorgement et de rôti de chat, mais vous comprenez bien que tout cela n'a pas plu au peuple chrétien, qui se met en lutte dès 1229 contre toute forme d'hérésie. Et du coup, en plus d'une chasse aux sorcières, c'est une véritable chasse aux chats qui est menée. En France, il faudra attendre que Louis XIII mette un terme à cette lutte sans merci, et c'est des milliers de chats, pas forcément noirs d'ailleurs, qui ont été brûlés. Et cela a eu des conséquences puisque sans leurs prédateurs naturels, les rats et autres vermines ont pu en profiter pour venir dominer les villes. Et oui, c'est bien connu, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. On pense d'ailleurs que la prolifération des rats pourrait être une cause des vastes épidémies qui ont frappé notre pays, telles que la peste par exemple. Enfin, ce n'est peut-être pas la cause principale, mais a priori ça aurait bien aidé quand même. Quoi qu'il en soit, l'histoire reste et en France on se méfie de croiser un chat noir, surtout la nuit. Mais ce n'est pas partout pareil. Et en Angleterre, depuis que l'on sait que Napoléon aurait croisé un chat noir juste avant sa défaite de Waterloo en 1815, le chat noir est devenu un symbole de chance pour eux. Comme quoi tout ça c'est bien comme ça nous arrange. Le vendredi 13, il y en a qui vont jouer au loto et d'autres qui refusent de sortir de chez eux. Bon, il y a aussi ceux qui s'en fichent totalement, mais ils pourraient bien être intéressés par l'origine de cette superstition qui donne un véritable coup de boost à la Française des Jeux qui enregistre 3 fois plus de joueurs en ces dates. Et bien comme le chat noir, le vendredi 13 pourrait trouver ses origines dans le christianisme, et c'est la Bible qui peut nous servir de référence. En effet, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du dernier repas du Christ, la scène où on comptait 12 apôtres et Jésus ramenant le nombre de participants à 13. Et comme par hasard, Jésus sera crucifié le lendemain de ce repas. Mais si l'explication ne vous convient pas, on peut également trouver une origine dans les mythes nordiques. Effectivement, un jour, Odin, le dieu des guerriers, avait invité 11 de ses amis dieux à venir dîner avec lui. Loki, le dieu du mal, n'avait pas été invité, mais il est quand même venu à la soirée. Ce n'était pas du coup de Balder, le dieu de l'amour et le fils d'Odin, qui se lança dans une bataille contre Loki pour le chasser. Mais Loki savait que Balder, le dieu immortel, avait un point faible, le Gi. Il s'arrangea pour en donner une flèche au frère de Balder qui le tua par mégarde. Comme quoi, être très à table, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Mais cela n'explique pas pourquoi vendredi et pas mardi. Laissons le soin à quelqu'un de plus expérimenté que moi pour vous l'expliquer. Bonjour YouTube. Friday vient du vieil anglais Friday, composé de Frye, qui veut donc dire Frigg, le nom de la déesse nordique du mariage de la maternité, et de Day, le jour. Friday, c'est donc le jour de Frigg. Il est à noter que Friday est lié à l'allemand Freitag, au néerlandais Freitag ou encore au suédois Freitag. De même sens et de même origine. Merci Linguisticae, du coup je comprends mieux pourquoi on craint le vendredi, puisque lorsque les pays du Nord sont convertis au christianisme aux alentours du Xe et XIe siècle, certains disent que Frigg devint dans l'imaginaire collectif une sorcière. Elle est d'ailleurs bannie au sommet d'une montagne et invite tous les vendredis le diable et 11 sorcières pour jeter des mauvais sorts aux hommes. Et voilà, c'est terminé. Un grand merci à Doc7 et Linguisticae qui ont participé à l'épisode. Vous pouvez retrouver leur chaîne ici et là. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre des pouces en l'air et à rejoindre les réseaux sociaux. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne, vous êtes vraiment géniaux. Allez, moi je file et je vous dis à la prochaine.